Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Divya Mouzumdar, associée responsable RSE d'Investir Ensemble. C'est une foncière coopérative qui transforme les taudis en logements bas carbone. Dans notre débat, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, on se demandera comment aligner pérennité économique et durabilité environnementale, alors que 6 des 9 limites planétaires sont déjà franchies. Et puis dans notre rubrique Startup et Innovation, vous découvrirez les vêtements Adapt and Joy conçus pour les millions de Français souffrant d'un handicap. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Divya Mouzumdar. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes associé responsable RSE d'Investir Ensemble. C'est une foncière coopérative qui transforme les taudis en logements bas carbone. On va prendre le temps évidemment d'expliquer tout ça, mais déjà sur le concept c'est une foncière unique en France, on peut dire ça ? Tout à fait, c'est vraiment un concept nouveau parce qu'en fait, donc comme vous l'avez dit, on est une coopérative citoyenne et on se concentre exclusivement sur la rénovation immobilière durable. Donc on est 225 associés. Ok, ça s'appelle une coopérative, une vraie, oui. En effet, et on rénove des taudis donc pour en faire des logements basse consommation qu'on loue ensuite à des publics dits vulnérables, c'est-à-dire sans garant, sans revenus stables. Oui. Typiquement des intermittents, des CDD, des étudiants. Et ce qui rend Investir Ensemble vraiment unique en son genre, c'est qu'on va venir s'attaquer collectivement et simultanément aux 4 piliers majeurs de la transition. Donc le climat, la performance énergétique, l'impact carbone et bien sûr la préservation de la nature. Évidemment, et on pourrait parler de santé aussi, parce qu'il y a un effet sur la santé publique. 225 associés avec une volonté qui est une diversité d'âge, de genre, d'origine sociale. Ça participe aussi de la spécificité de cette foncière ? Oui, exactement. Alors, on a 225 personnes qui viennent de tous les horizons. On va avoir des artisans, des juristes, des ingénieurs, des jeunes actifs, des retraités. Donc, c'est vraiment un panel très diversifié. On a tous en commun une passion pour l'immobilier. Et en fait, le fait d'avoir autant d'associés, ça permet d'avoir une vraie intelligence collective qui va nous aider à faire de l'innovation sur tous nos projets. C'est quoi le modèle économique d'Investir Ensemble ? Vous gagnez de l'argent quand même en transformant ces taudis en logement ? Ah oui, tout à fait. Alors, à mon sens, durabilité et rentabilité, faut que ça aille ensemble. Absolument, c'est indissociable. Et donc, c'est un modèle rentable qui a été conçu pour être reproductible à terme. Donc, c'est pas quelque chose que nous on va faire et qu'on va c'est pas de la philanthropie, garder. Non, c'est pas de la philanthropie. Et c'est pas de la magie non plus. Oui. Il faut qu'on soit rentable et on arrive à avoir une rentabilité parce qu'on va sélectionner des biens qui vont avoir un fort potentiel de valorisation, qui vont être dans des zones assez dynamiques en développement et puis on va rénover bien, on va rénover vite et donc le fait de mettre des loyers accessibles qui sont capés, c'est pas du tout une entrave à cette rentabilité, au contraire. Ouais. Alors on va évidemment s'intéresser à l'impact environnemental de vos projets. Déjà, on peut rappeler que le secteur du bâtiment, c'est l'un des plus polluants, beaucoup plus polluant que l'aéronautique, par exemple, qu'on cite souvent. Vous, c'était l'un de vos objectifs en créant cette foncière, le fait de transformer finalement des passoires thermiques en logements habitables et rentables ? Alors, c'était non seulement l'objectif, c'était en fait le point de départ de ce projet. Ouais. C'est Investir Ensemble, c'est né d'une prise de conscience qui est que l'immobilier, en fait, ça représente près de 40% des émissions de gaz à effet de serre en France. 40%, c'est énorme. Donc, c'est le levier
le plus efficace, quoi. Ah, tout à fait, c'est le levier le plus efficace. Et en fait, on parle beaucoup de l'aviation, mais en effet, c'est 12 fois plus et on en parle moins. Alors qu'en France, on est quand même confronté à un problème qui est qu'on a 12 millions de passoires thermiques et on a 85% des bâtiments qui existent aujourd'hui qui seront encore là en 2050. Donc on ne peut pas amorcer une transition efficace sans s'occuper de ce parc existant et vétuste. Ouais. Effectivement. Et alors, pourquoi la réponse semble évidente, mais je veux bien que vous expliquiez. Pourquoi rénover plutôt que construire, c'est justement une solution d'avenir? Alors, pour moi, c'est en effet inévitable. Il y a déjà 12 millions de passoires. Pourquoi est-ce qu'on s'évertuerait à construire plus alors qu'il y a ça à rénover? En plus de ça, la rénovation, ça va être moins cher que la construction, ça va être plus rapide, ça va être moins carboné, donc c'est 4 à 5 fois moins polluant. Et puis surtout, c'est économique en fait. On constate sur nos rénovations qu'on va avoir des factures énergétiques qui vont baisser de 70 à 90%. Et dès qu'on fait une rénovation en basse consommation, le bâtiment va automatiquement prendre une valeur de 20% sur le marché. C'est ce qu'on constate en moyenne en France. Donc la valeur verte, c'est une réalité économique. Avec quand même quelques défis techniques quand on s'attaque à la rénovation. Il n'y a pas eu une solution, mais des dizaines d'options techniques ou technologiques qui existent déjà, ou alors ça vous arrive aussi de faire avancer justement les outils technologiques pour bien rénover? On les fait avancer, c'est vraiment ce qu'on cherche. Et justement, le fait d'utiliser l'intelligence collective comme moteur d'innovation, c'est quelque chose qui est très fort chez nous et qui nous permet d'identifier des solutions et d'imaginer des solutions performantes. Je sais pas si vous avez un exemple en tête, mais ça veut dire quoi? On est confronté à un nouveau chantier potentiel, on se dit ok, là il y a ce défi, il faut qu'on trouve une solution, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Alors la solution, ça va être, on va réfléchir déjà à la faisabilité technique, on va regarder les innovations qui existent sur le marché, par exemple. Là, on parle d'efficacité énergétique, mais il y a une problématique d'utilisation de l'eau aussi. Et en fait, dans tous nos bâtiments, on a utilisé de la robinetterie économe, mais aussi, par exemple, une chasse d'eau qui s'appelle le Waterflash, qui a gagné le concours Lépine et qui permet d'économiser 50% des consommations d'eau. Et ça, c'est quelque chose qui vient de la veille de 225 personnes, parce qu'en fait, c'est très compliqué de faire de la rénovation bien. Et en fait, ce qui coûte cher, c'est de mal faire la première fois et d'y revenir. Alors qu'en fait, à 225 associés, c'est 225 cerveaux, 450 bras aussi quand il s'agit de mettre la main à la pâte. Mais c'est vrai que du coup, c'est quelque chose qui nous permet d'aller plus loin. Alors, vous avez obtenu la labellisation Bicorp. C'était un choix évident, un petit défi collectif que vous vous êtes lancé. Pourquoi vous vous êtes lancé? Alors évidemment c'est un beau défi et on a obtenu le meilleur score en France en fait, on a 159,2. Ouais, presque 160. Pour ceux qui essayent d'avoir le label Bicorp, c'est très très haut comme score effectivement. Et, oui, on a repoussé ce qui s'était fait en France, tout secteur confondu, de 20 points. Mais la raison pour laquelle on se lance dans des aventures comme ça, j'ai envie de dire, c'est surtout pour voir si on avance dans la bonne direction, si on n'a pas d'angle mort. Pour moi, passer un label, c'est avoir l'état de l'art des bonnes pratiques sur un plateau d'argent. Donc en fait, nous, ça nous permet de voir est-ce que le modèle est performant, est-ce qu'il est durable, est-ce qu'il correspond bien à ce qui se fait de mieux, et c'est comme ça qu'on prouve ça aussi. Il suffit pas de dire nous, on est vert et on fait les choses bien, mais on peut le prouver. L'AFNOR nous a qualifié d'entreprise exemplaire aussi. On est la première du secteur immobilier. Oui, mais quand on atteint un tel niveau, parce que souvent, moi, c'est la question que je pose aux entreprises qui viennent d'obtenir le Bicorp, c'est aussi un moyen de se voir progresser. Oui. Quand on est déjà aussi haut, ça va être compliqué de progresser. Non, il y a toujours des marges de progression. Là, alors, le Bicorp, c'est très bien et ça prouve qu'on est durable. Maintenant, la prochaine étape, c'est d'être carrément régénératif. Donc, ça veut dire non seulement limiter ses impacts négatifs, mais en fait, dans tout ce qu'on va faire, avoir que des impacts positifs. Et donc, non, il y a toujours de quoi faire. Votre modèle, il est duplicable ? Il est duplicable, il est pensé pour être duplicable parce que c'est un modèle citoyen on travaille exclusivement avec des artisans locaux.
Et on va identifier des solutions qui sont performantes et qui peuvent être reproductibles. Donc c'est pas de la magie, c'est de la méthode. Et c'est une méthode qu'on cherche à partager parce que avec 12 millions de passoires, on peut pas tout faire tout seul. Donc on veut vraiment être copié en fait. Ouais. Il y a des freins, je sais pas, réglementaires à lever par exemple pour dupliquer ce modèle. Alors, pour dupliquer le modèle, pas vraiment, parce qu'il a été pensé comme ça. Après, c'est vrai qu'il y a un certain alignement qui est en train de se faire, mais typiquement, nous, on fait de la rénovation en centre-ville. Donc, il y a des problématiques de préservation du patrimoine, mais aussi d'utilisation de nouvelles solutions. Donc, par exemple, les panneaux solaires, en fait, on ne peut pas forcément les mettre partout en ville, mais c'est quand même quelque chose qui aiderait. Donc il y a peut-être un alignement à avoir. Nous, en réalité, on va anticiper les réglementations. On ne va pas faire le minimum vital, mais on va voir à 10-15 ans et on va aller plus loin. Merci beaucoup, Divya Mouzumdar, et à bientôt sur Merci à vous. Change. On passe tout de suite à notre débat. Comment aligner pérennité économique et durabilité environnementale ? Comment aligner pérennité économique et pérennité environnementale? On en débat avec Alexia Germont. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la présidente de France Audacieuse et avec nous en duplex, Christian Lepertuis, fondateur de la chaire Économie du climat à l'Université Paris-Dauphine, PSL. Vous publiez Carbone fossile, carbone vivant vers une économie du climat. C'est aux éditions Gallimard. Bienvenue à vous aussi. Ce 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement organisée par les Nations Unies. Elle existe depuis 1973. Bon, voilà. Rien Alexia, que ça, il y a beaucoup de choses. Mais voilà, Alexia Germont, je me dis, bon, ok, très bien, il y a une journée mondiale de l'environnement. Évidemment, elle n'a pas rempli ses objectifs. Comment vous l'expliquez ? Je pense que, en fait, pour remplir ces objectifs, il faut que ça parle aux gens et que toutes les parties prenantes, quelles qu'elles soient, et c'est important, peut-être qu'on y reviendra dans la discussion, mais qu'est-ce que c'est qu'une partie prenante sur ce sujet-là, puissent se sentir investis individuellement d'un projet qui est collectif. Ouais. Et c'est vrai qu'à la fois, on a besoin de grandes lignes de conduite, quelque part, donc de ce point de vue-là, les objectifs de développement durable, évidemment, remplissent l'objectif qu'ils se sont fixés. Mais maintenant, comment faire le lien avec nous, chacun d'entre nous, pour que, quelle que soit la place qui est la nôtre, nous intégrions cette notion, finalement, de collectif. Parce que l'environnement, c'est du collectif. Alors après, c'est là où les choses se complexifient un peu, c'est comment on arrive à intégrer ces objectifs-là dans notre mode de production, de consommation, également dans notre, je vais dire, corpus démocratique aussi. Enfin, c'est plein de questions. C'est effectivement des questions vastes. Et on va faire ce constat, notamment des limites planétaires déjà dépassées et de leur impact économique déjà réel pour un certain nombre d'entreprises et de secteurs. Mais je vous pose un peu la même question, Christian Lepertuis. Pourquoi il y a cet enjeu d'acceptabilité finalement de la transformation environnementale et sociétale? Pourquoi c'est si compliqué de convaincre collectivement malgré des alertes des scientifiques depuis au moins 50 ans? Alors, d'abord, je pense qu'il ne faut pas dire qu'on n'a rien fait. Si vous voulez. Non, je ne dis pas ça. Le constat, il est quand même un peu plus complexe dès qu'on regarde dans le détail. Bon, je rappelle 1973, c'était la première conférence sur l'environnement à Stockholm. C'était déjà les Nations Unies qui faisaient l'alerte. Et depuis, sur le climat, il y a eu effectivement l'alerte du GIEC depuis 1990. Bon, pour la partie que je connais de moins mal, qui est le changement climatique et la diversité biologique, je pense que en réalité, la transformation qu'il faut faire, elle est double et elle est traumatisante. Elle est traumatisante parce qu'elle va nous faire complètement sortir du cadre dans lequel on opère aujourd'hui. Il y a une première transformation qui consiste à nous libérer de notre addiction aux énergies fossiles. Ça représente 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. On n'a aucune chance de stabiliser le réchauffement climatique tant qu'on est dépendant de cette énergie fossile qui produit aujourd'hui à peu près
80% de l'énergie utilisée dans le monde. Donc ça, c'est une première transformation, elle est énorme. Et elle consiste, en deux mots, à passer d'une logique de l'addition dans laquelle on ajoute de nouvelles sources d'énergie fossile à celles déjà existantes, à une logique de la soustraction. C'est-à-dire qu'il faut retirer des énergies fossiles du système énergétique. Or, notre société et nos modèles économiques sont beaucoup plus à l'aise avec les logiques de l'addition qu'avec les logiques de la soustraction. Ça, c'est la première transformation. Il y a une deuxième transformation qui ne concerne plus le carbone fossile, mais le carbone vivant. Cette transformation, elle est peut-être encore plus complexe que celle de la sortie de l'énergie fossile. Il s'agit là non plus de créer de la rareté sur 3 produits, le charbon, le pétrole et le gaz. Il s'agit de réintroduire de la diversité, mais de la diversité du vivant, pour pouvoir d'abord freiner, puis ensuite reconstituer cette incroyable richesse qui est la diversité des êtres vivants, végétaux, animaux et autres, et leur interdépendance sans lesquelles l'habitabilité de notre planète n'est plus là. Donc on a cette double transformation, et cette double transformation, elle est effectivement traumatisante parce qu'elle consiste à complètement sortir des schémas dans lesquels nous sommes quelque part emprisonnés. Avec ces chiffres qui sont effectivement assez... qui nous alertent, si des mesures ne sont pas prises immédiatement contre le changement climatique, l'économie mondiale pourrait subir une perte de 50% de son PIB. Alors on voit très loin, on dit 2070, 2090. C'est tellement loin que souvent ça nous permet collectivement de repousser des décisions difficiles. Est-ce que c'est un nouveau capitalisme qu'on doit réinventer? Est-ce que c'est les dérives d'une forme d'ultralibéralisme dont il faut se débarrasser? Qu'est-ce que vous en dites, Alexia Germont? Oui, moi je pense que c'est un nouveau capitalisme, un capitalisme pragmatique aussi. Vous voyez, en écoutant Monsieur de Pertuis aussi, ce que je me disais, c'est que peut-être un des sujets que l'on a, c'est qu'on n'a pas, pour rendre ce collectif, justement, en fait, il y a eu beaucoup aussi d'idéologies au départ qui ont été mises. Or, il me semble que la meilleure façon d'embarquer tout le monde, c'est justement par le pragmatisme. Vous disiez, Thomas, 2070. 2070, rares sont ceux d'entre nous qui ont suffisamment d'empathie pour les autres pour se dire, en fait, je vais me priver, moi, pour quelque chose qui est pour 2070. Alors que on peut très bien s'appuyer, dès aujourd'hui, sur des choses qui nous parlent à tous. On parlait de partie prenante tout à l'heure. Oui. On est tous partie prenante. Vous êtes partie prenante en tant que salarié dans une entreprise, en tant qu'investisseur dans une entreprise, en tant que fournisseur dans une entreprise, en tant que banque également. De quelle façon vous souhaitez accompagner le mouvement de financement des entreprises? En tant que client? En tant que client. De la carte bancaire. Et justement, ça c'est très important. Des consommateurs passer aux consomme-acteurs, qui est quelque chose qu'on a maintes fois entendu. Mais finalement, la meilleure des transformations, c'est quand elle vient de la demande elle-même. Et on voit bien qu'aujourd'hui, quand on discute, ne serait-ce qu'avec toutes les entreprises que vous recevez, vous voyez bien que les jeunes ou les moins jeunes, mais qui se lancent dans un projet entrepreneurial aujourd'hui, ils se projettent dans quelque chose qui est environnemental by design, comme on dirait, pour faire une analogie avec ce qu'on a vécu avec les données et avec la protection des données. Donc en fait, les nouvelles entreprises qui se lancent de façon très courageuse dans le système actuel ne peuvent pas penser comme leurs aînés pensaient. Donc on sait très bien qu'aujourd'hui la demande est différente. Donc pour avoir un débouché, il faut se mettre au diapason. La difficulté étant, pour les entreprises qui fonctionnent, voire qui fonctionnent très bien aujourd'hui, moi je le vois en tant qu'avocat, dans les entreprises que j'accompagne, ce qui est plus compliqué, c'est soit sur des thématiques réelles, alors c'est pas forcément d'ailleurs l'industrie qui est... ça peut être la finance aussi, la finance qui a fait sa mue, mais est-ce une vraie mue vers la finance durable? Mais je vous interromps parce que ça pose aussi la question des réglementations et de l'ambition européenne. Parce que là, on voit quand même
soit un coup de frein, soit un recul sur que ce soit l'ACS 3D sur la compliance, que ce soit la réglementation sur la déforestation. On peut prendre le Green Deal. Enfin, je vais pas citer tous les exemples, mais est-ce que l'ambition européenne, d'après vous, elle est en train de régresser aujourd'hui ? En tout cas, elle a marqué le pas. Alors, si c'est marqué le pas pour une meilleure acceptabilité, pour reprendre son souffle, pour passer la colline d'après, à ce moment-là, ça ira. Mais on a besoin de cadres, ça c'est clair, de cadres à la fois qui donnent une vision. 2070, c'est quand même très loin. Quand on parle d'une vision, on est en 2025. Une vision à 2035 ou 2040, je pense que c'est déjà plus préhensible. Après, il faut pas se tirer une balle dans le pied. C'est ça qui est compliqué, en fait. Parce qu'en fait, si les autres ne font pas ce que nous faisons, nous, avec le cadre juridique qui va avec, c'est là où l'acceptabilité est beaucoup plus difficile. Mais en revanche, les clients, eux, sont toujours là. Et une fois que vous les avez habitués à quelque chose dans une démarche de transition qui donne déjà des repères, où on voit que la société, en l'occurrence, va vers une démarche de durabilité sincère, parce que les clients savent aussi faire la différence. Ce n'est pas parce que après les directives ou la réglementation va venir marquer le pas que c'est acceptable pour des clients que les sociétés se désengagent. Donc une fois que vous avez, en tant qu'entrepreneur, lancé la démarche, il faut s'y tenir. En fait, il faut faire plutôt moins, mais véritablement, qu'annoncer de grands objectifs sur lesquels on ne sera pas au rendez-vous. Un mot, Christian de Pertuis, là je parlais de l'Europe, mais si on compare ce que fait l'Europe aujourd'hui et ce que fait la Chine, ou ce que la Chine a fait depuis plusieurs années en matière de transition environnementale, peut-être que c'est du côté chinois qu'il faut voir les accélérations les plus fortes. Alors, si on prend le système énergétique et la bascule du système d'énergie basé sur les stocks, un stock fossile, vers l'énergie de flux, éolien et solaire, c'est évident que la Chine a pris une longueur d'avance. Elle a pris une longueur d'avance parce qu'elle est devenue, en gros, le centre mondial de production des biens d'équipement et des infrastructures, de tout ce qui est l'énergie solaire et de ce qui est bientôt aussi la filière stockage et l'hydrogène. Pour autant, la Chine n'a pas encore passé son pic d'émission, elle est probablement en train de le faire, on n'est pas sûr. Bon. Mais je voudrais revenir à votre question antérieure. Une minute seulement. Est-ce que le capitalisme peut se réformer spontanément ? La réponse est non. Le capitalisme a besoin effectivement qu'il y ait des incitations très fortes. Donc, il y a des incitations réglementaires, mais il faut aussi des incitations économiques. Et l'incitation économique la plus puissante pour basculer, c'est de tarifer le carbone, c'est de faire payer le coût climatique des émissions de CO2 d'origine énergétique. C'est ça qui va faire accélérer la chose. Et tant qu'on n'a pas trouvé des modèles économiques basés sur de nouvelles valeurs, qui sont la valeur de protection de l'atmosphère pour le climat, du vivant pour la biodiversité, on ne sera pas dans les temps. Et quand vous dites 2070 ou 2050, c'est au-delà effectivement de l'horizon habituel de la stratégie de l'entreprise, c'est vrai. Mais le GIEC nous rappelle depuis maintenant 30 ans et un peu plus même que l'urgence climatique, c'est bien que les décisions que nous prenons aujourd'hui font les climats que connaîtront nos enfants et petits-enfants après 2050. Merci beaucoup. On n'a pas le choix. Merci beaucoup, Christian de Pertuis. Je rappelle le titre de votre livre, Carbone fossile, carbone vivant, vers une économie du climat. C'est aux éditions Gallimard. Merci, Alexia Germont, et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure de notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Maureen Descombes, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice d'Adapt & Joy, vous l'avez créé l'an dernier, votre associé s'appelle Anaël Winarzik. C'était quoi le déclic, l'idée de départ ? Alors l'idée de départ, elle est venue de ma cousine qui est en situation de polyhandicap et ma tante avait toujours beaucoup de problèmes pour l'habiller, lui trouver des vêtements adaptés. Donc en fait, on a commencé à penser à adapter ses vêtements, donc les vêtements qui sont dans sa garde-robe.
D'accord, donc c'est une offre de couture sur mesure, d'adaptation des vêtements, c'est ça? C'est ça, oui. Alors du coup, on offre un service d'adaptation sur mesure par rapport, on va vraiment s'adapter aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap et en perte d'autonomie. Ça veut dire que fermer une chemise, enfiler un pantalon, ça peut devenir un geste, pour nous c'est un geste du quotidien, extrêmement compliqué, ça peut devenir très compliqué. Oui, ça peut devenir très compliqué en fonction des maladies, des accidents de la vie ou de la vieillesse tout simplement. Donc comme vous le disiez, fermer votre chemise, les petits boutons, ça demande une préhension qui est quand même une motricité qui est très fine et on va pouvoir remplacer par exemple ces boutons par des adaptations aimantées. Oui. Voilà. Et donc ça veut dire que l'industrie du vêtement tient pas compte de ça? Alors que vous dites les personnes âgées, le 3e, le 4e âge, c'est des millions et des millions de personnes. Oui, alors il existe des collections de vêtements adaptés, mais le choix est très restreint. Et du coup, nous, notre mission, c'est vraiment de rendre la mode accessible, que tout le monde puisse s'habiller comme il en a envie et de faire les choix comme tout le monde le matin. Ça veut dire que ce sont des vêtements quasi sur mesure que vous faites à chaque fois, c'est ça? On va vraiment, les personnes vont nous envoyer en fait leurs vêtements à adapter et nous, on va pouvoir adapter ces vêtements-là, les vêtements qu'ils ont choisis en magasin, sur Internet, ou des vêtements qu'ils avaient déjà dans leur garde-robe et ils avaient perdu l'espoir de pouvoir les remettre un jour. Ouais, mais ils vous disent quoi? Ils vous disent, tenez, voilà, telle chemise, tel pantalon, telle veste, etc. Oui. Voilà mon handicap, ou voilà le geste que j'ai du mal à... Oui. Vous voyez ce que je veux dire? On travaille vraiment sur les gestes difficiles. Ouais. Si c'est boutonner, le geste difficile, on va avoir des adaptations. Si c'est tirer, le geste difficile, on va avoir des solutions, etc. Donc en fait, on essaye vraiment de trouver des solutions pour faciliter ce geste d'habillage. Alors vous en êtes où du développement d'Adapt & Joy? C'est un atelier où est-ce que vous êtes basé, tiens d'ailleurs? Alors nous, on est basé à Lyon, mais on travaille par correspondance dans toute la France. On a un bureau et atelier où on fait des prototypes et sinon on va travailler avec des couturières en externe pour faire les retouches. On leur apprend à faire les retouches selon notre cahier des charges et ensuite on passe par eux. C'est quoi le modèle économique d'Adapt & Joy? Alors, on fait à la fois du coup des adaptations vestimentaires, donc là ce sont les personnes qui payent leurs adaptations. Et on fait aussi de la sensibilisation et de la formation au sein des instituts, au sein des centres spécialisés, pour refaire naître ce besoin-là qui est souvent oublié ou passé de côté, puisque plus d'espoir de pouvoir s'habiller comme on le souhaite. Oui, l'idée, c'est de pouvoir aussi bien s'habiller. C'est-à-dire que c'est de la mode, quoi. C'est mettre des vêtements dont on est fier, qu'on a envie de porter. Oui. C'est une question de dignité. Oui. C'est tous les matins, on a plaisir à choisir le vêtement que l'on va vouloir porter. C'est un droit pour tout le monde. Tout le monde a ce droit au look, en fait, finalement. C'est un bon slogan, ça, le droit au look. Et ça concerne combien de millions de personnes en France, finalement? Alors, on va parler, donc il y a des millions de personnes qui sont en situation de handicap, il y a des millions de personnes qui sont dans ces situations de perte d'autonomie. Nous, on cible plutôt des milliers de personnes, donc on est autour de 70 000 personnes pour un premier essai, des personnes qui sont vraiment touchées par ces difficultés-là au quotidien. Merci beaucoup Maureen Descombes, bon vent à votre marque Adapt & Joy. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je voudrais remercier Alexis Mathieu, Marie Billat, Juliette Miglierina à la programmation et à la production, le réalisateur Angel Jean Girard aujourd'hui et Saïd Mamou, l'ingénieur du son. Salut!